Depuis le 17 décembre 2020, 6 groupes armés, sans doute les plus puissants du pays, ont décidé de lancer une offensive pour perturber, voire empêcher que le processus électoral aille à son terme. Mais chaque contrée prise par les rebelles a été reprise par les forces coalisées qui soutiennent le régime du président réélu Faustin Archange Touadéra. Mieux, les forces gouvernementales ont décidé de lancer une contre-offensive pour mettre en déroute les rebelles dont l'objectif à court terme semble être de priver la capitale Bangui de toute arrivée de produits de première nécessité. Quelle issue pour cet énième conflit militaire en République centrafricaine? La présidentielle remportée par le président Touadéra n'a-t-elle pas aggravé la situation déjà difficile des Centrafricains? Que faut-il faire pour en finir avec les crises à répétition dans le pays? L'heure des discussions et de la paix est-elle révolue? Centrafrique, contre-offensive des forces gouvernementales, la solution pour pacifier le pays, c'est le thème du plateau du jour. Bonjour à tous et bienvenue. Avec nous en plateau du Daniel Lokossou. Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Un grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Josper Zouadago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Voilà, vous êtes journaliste, directeur de publication, consultant en médias. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Josper Zouadago, ma question est pour vous. Les forces centrafricaines qui décident donc d'attaquer les rebelles qui tentent d'imposer un blocus à la capitale Bangui. Selon vous, cette stratégie, elle répond à quoi? Elle répond forcément à pacifier le pays. On ne peut pas continuer par laisser la Centrafrique dans cet état depuis des années, qu'ils vous souviennent. Depuis le renversement de Bozizé, le pays n'a jamais connu de paix. Et il va falloir donc qu'on y mette un terme. Les nombreuses initiatives en termes de dialogue ont semble-t-il échoué. Aujourd'hui, après les élections, il s'agira désormais donc de prendre les choses en main. C'est ce que les autorités en place à Bangui font. Mais il faut aussi noter que ceci n'est possible. C'est-à-dire ces assauts de forces de défense nationale ne sont possibles que grâce aux partenaires militaires qui sont sur le terrain. Il faut le reconnaître. Il y a les Russes d'un côté, il y a les Casse-Bleus de l'autre. Et donc, parce que la gendarmerie, la police et autres sont quasiment inexistantes sur le terrain, bien qu'étant là virtuellement, c'est des forces qui ne sont pas efficaces. Et donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, il faut le faire forcément. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il va falloir pacifier le pays, désarmer les groupes rebelles qui occupent, parce que c'est une stratégie. Eux, ils connaissent le terrain, les groupes rebelles, contrairement aux forces étrangères qui sont là tactiquement pour appuyer l'armée centrafricaine. Et donc, il va falloir les désarmer d'une manière ou d'une autre pour que, en fait, s'il y a dialogue, que le dialogue s'installe et que la paix revienne en Centrafrique. C'est pas facile. Et il va falloir le faire. Il faut passer forcément par ce qui se passe en ce moment. L'État doit prendre ses responsabilités. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'observer. Ce n'est pas facile, mais il va falloir le faire. Alors, depuis décembre 2020, du Daniel Lokossou, les groupes rebelles se sont donc réunis, sont allés dans une coalition, ont décidé d'attaquer de façon à empêcher le scrutin. Le scrutin s'est tenu. Le président Faustin Archange Touadéra est réélu. Aujourd'hui, les forces gouvernementales décident de lancer une contre-offensive. Bon, je crois que le président actuel, comment vous l'appelez? Le président Touadéra a fait preuve de négligence parce que depuis la Centrafrique a connu beaucoup d'événements et depuis le crash provoqué pour faire tuer Boganda, et puis bon, le malheur a commencé par là. Et on a vu David Dacko qui a été renversé. Et c'est Jean Bédel Bokassa. Après, on a vu Patassé. Et ainsi de suite. Alors donc, et ce qui m'a paru bizarre, moi, c'est le cas de l'ancien président François Bozizé,
qui était sous un mandat d'arrêt international. Et ce monsieur, on ne sait pas quelle alchimie il a pu pénétrer. Il est revenu en Centrafrique et le président l'a reçu en audience. Un rebelle, quelqu'un qui est chassé du pouvoir parce qu'il a commis des crimes de sang, c'est lui-même qui a fait son lit. Donc, il ne devait plus avoir d'intimité avec ce monsieur qui était recherché par la Cour pénale internationale. Il aurait mieux fait de mettre la main dessus et de l'expédier. Ensuite, moi je ne vois pas pourquoi les rebelles se retrouvent aujourd'hui, parce que Touadéra a demandé la prorogation du mandat. Mais la Cour constitutionnelle a refusé, a dit d'organiser les élections dans le temps. Et quand les rebelles sont revenus, ils ont voulu pousser le président à différer la date des élections. Donc, on ne peut pas accepter un État dans un État. Alors, ils sont en train, ils contrôlent ces rebelles-là, les 2/3 du territoire. Alors, et après les élections qui ont été régulièrement organisées, et a vu le président, l'ancien président Bozizé a même osé poser sa candidature qui a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Alors donc, si la portion contrôlée sur le territoire, c'est les habitants de cette portion-là qui ont plébiscité et renouvelé le mandat au président actuel. Donc pour moi, c'est ceux qui ont empêché qu'on organise les élections sur tous les territoires nationaux, c'est eux qui sont responsables. Ils ne peuvent pas perturber les élections et après que M. Touadéra est élu, qu'il veuille maintenant remettre en cause la légitimité de ce monsieur. Je pense qu'il faut frapper fort. Et j'ai cru entendre que les FACA, les Forces armées centrafricaines, ont lancé une contre-offensive et ils ont commencé par plier bagaille, par détaler. Donc, on doit aller on doit continuer dans ce sens pour que cette population-là puisse retrouver la paix. Les gens font des razzias sur les produits de sous-sol, les mines, de l'or. Comment est-ce que 2/3 de la population, les 2/3 de la population sont pris en otage et ils vivent de quoi? C'est un État dans un État. Donc il faut nécessairement trouver une solution et la solution, c'est de les chasser, de les bouter dehors. Alors, Jospin Ouédraogo, Lionel Lokossou fait bien de poser le cas ainsi, mais il ne faut pas oublier que la responsabilité des autorités actuelles est forcément engagée, puisque les 2/3 du territoire sont donc aux mains des rebelles depuis combien d'années, on le sait. On a laissé, pourquoi pas, la situation, on va dire, s'enliser, peut-être pourrir. Pourquoi n'avoir pas accepté, puisque ces rebelles-là, on a traité avec ces rebelles-là, certains se sont vus même arroger des postes de ministres, certains ont été nommés à des postes de responsabilité, certains percevaient des salaires dans les poches donc des populations martyrisées, et donc ces rebelles-là ont joué le jeu avec le régime centrafricain. Pourquoi aujourd'hui décider d'une contre-offensive alors même que la situation n'a pas vraiment évolué? Bon, mais, de mon point de vue, personnellement, je pense que ça n'a pas été une mauvaise chose que d'avoir cherché à composer avec toutes les fractions, toutes les forces en présence. C'est important. Ce sont encore des Centrafricains, qu'on ne veuille pas. Quand on parle de Balaka ou de Séléka, on sait, c'est une frange de la population qui s'est rebellée, de l'autre côté, et ainsi de suite. Alors, l'objectif est encore aujourd'hui, et ce problème va se poser demain, il faut nécessairement qu'un jour, il se trouve une table autour de laquelle tous les Centrafricains puissent se retrouver pour dialoguer.
Et donc, je crois que c'est dans ce sillage que le gouvernement a été amené, n'est-ce pas, à composer avec ces rebelles qui ont été intégrés même le gouvernement et percevaient des salaires. En cela, personnellement, je ne trouve pas cette démarche mauvaise. Elle est d'ailleurs louable dans la mesure où elle tendait à ramener la paix et la cohésion. Et donc, si autour de cette discussion, il se trouvait des personnes qui jouaient au double jeu, qui sont des félons et autres, qui donnaient l'impression, n'est-ce pas, de conduire la Centrafrique vers la paix et qui ont toujours gardé leurs premiers amours avec la rébellion, et bon, on ne peut que en faire aujourd'hui la comptabilité. Mais de mon point de vue, c'était nécessaire qu'à un moment donné, ceux-là qui sont, qu'on ne le veuille pas, des Centrafricains, puissent aussi intégrer le système. C'est comme quelqu'un qu'on a condamné, qu'on a élargi, et à qui on a permis, n'est-ce pas, de réintégrer la société. Donc, ces rebelles, s'ils étaient sincères, auraient conduit effectivement à une pacification du territoire. Et ce problème est encore de mise, puisque même avec les contre-offensives qu'on observe aujourd'hui du côté de l'armée régulière, à la fin, il y aura toujours un dialogue. Parce que le tout ne suffit pas de la bouter dehors. On va bouter dehors. C'est des Centrafricains qui ont aussi leurs émules. Regardez la portion du territoire qui est contrôlée. Et donc, si on arrive un jour à mettre hors d'état de nuire la rébellion, il va falloir encore rediscuter avec tout ce beau monde. Donc, moi, je pense que peut-être à un niveau donné, le gouvernement s'est fait piéger, mais il fallait nécessairement passer par là. Ok. Alors, Dieudonné Lokossou, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de l'élite centrafricaine? On a vu à travers les images à l'intérieur du pays, il y a des zones de non-droit, des zones où il n'y a pas d'État, des zones où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'eau potable. Est-ce que le vrai problème n'est pas aussi, on va dire, la faillite de l'État central à tenter d'apprivoiser ou de gouverner le pays dans son entièreté plutôt que Bangui et peut-être quelques zones où l'État central a ses avantages? Non, est-ce que c'est la faute du président actuel? Il y avait un désordre infernal dans le pays et Touadéra était peut-être la solution provisoire parce que pendant 5 ans, pendant les 5 années, il n'est pas resté inactif. Il y a eu la rencontre de Khartoum où les gens ont signé des accords de paix et ils devraient déposer normalement leurs armes. Bon, mais ça n'a pas été le cas. Tout à fait. Je crois que le président, comme je l'ai dit, a manqué de vigilance. Alors, pourquoi c'est à l'approche de l'élection présidentielle que le problème de scission, de guerre surgit encore? Il y a même 2 ministres, 2 rebelles qui étaient intégrés au gouvernement, qui ont intégré le gouvernement, et dès l'annonce des événements que nous déplorons aujourd'hui, ils se sont retirés et ont rejoint les rebelles. Et ce qui leur a donné la force, c'est encore Bozizé qui a sorti un communiqué pour appuyer les rebelles. Bon, ça veut dire que il y a un manque de sincérité, un manque de dignité, et ces rebelles-là qui ont organisé la levée des taxes illégales, mais dans un pays indépendant depuis 1960, qui continue de porter sa croix, mais on ne peut que s'indigner. Moi, je suis vraiment indigné en tant qu'Africain, parce que ces cadres-là ne sont pas différents de ce que nous voyons un peu partout en Afrique, les intérêts personnels. Sinon, Bozizé a été déjà a présidé ce pays-là pendant une dizaine d'années et a failli, et on l'a sorti, et il revient, il donne encore, il intègre le groupe et donne courage à ces rebelles-là pour détruire son pays. Je suis d'accord que même après la guerre, il faut
une assise. Il faut s'asseoir autour d'une table pour négocier. Mais le président actuel a déjà fait l'essai, a déjà tenté de faire. Mais ça a été une farce, une vraie farce. Alors donc, bouter les dehors et les juger, hein, ou bien les confier à Chola, là où se trouve Gbagbo. Hein, la Cour pénale internationale. Voilà. Je crois que ça doit être la solution. Parce que qui a bu, boira. Si on se retrouve encore dans une dynamique de paix, hein, après, ils vont toujours... s'ils trouvent les sous, l'argent, pour s'équiper. Mais une rébellion ne peut pas être plus forte que l'armée nationale, l'armée officielle. Alors donc, je crois que la faiblesse de ce pouvoir est la complaisance même du président. Pendant 5 ans, il n'a pas réussi à enrayer, hein, à occuper une grande partie du territoire occupé par les rebelles. Donc, ils vivent parallèlement. On a l'impression que lui-même s'adapte à la situation. Tant que Bangui, c'est parce qu'on a attaqué Bangui maintenant, qu'il s'est réveillé. Il a commencé par pourchasser ces messieurs-là, qui sont des hors-la-loi parfaits. Donc, moi, je crois qu'il doit poursuivre les offensives, hein, jusqu'à ce que le territoire centrafricain soit entièrement libéré. Et les cris d'alarme de l'ONU, qui a mis un effectif qui n'est même pas pléthorique, là-bas, la MINUSCA, qui, essaie, est-ce qu'il a la force de riposter? On en tue même. Mais on ne peut pas voir ça. Et puis, dans l'Afrique centrale, là, il y a l'équivalent de la CEDEAO. J'ai oublié comment vous les appelez. Mais ces pays-là doivent pouvoir aider. Le Tchad doit pouvoir faire quelque chose. Là, vous faites bien de parler des pays limitrophes. On a l'impression parfois que les enjeux géostratégiques et géopolitiques interviennent aussi dans ce conflit-là. Beaucoup accusent ou ont accusé de par le passé le Tchad d'avoir eu une main dans le conflit en Centrafrique. Beaucoup parlent du Soudan. On a l'impression que les pays autour ont aussi, on va dire, des intérêts directs sur le sol centrafricain. Les populations questionnées ont même dit qu'il y a de ces rebelles-là qui ne sont ou ne seraient pas des Centrafricains. Tout à fait d'accord avec vous, cher confrère, pour dire que la Centrafrique, c'est au moins 622 900 et quelques kilomètres carrés. Ça n'est pas rien. Et lorsqu'on considère que nous faisons à peine ici 112 000, 113 000 kilomètres carrés, c'est multiplié pratiquement par 6. Et donc, c'est un grand espace bourré de tout ce qu'on peut considéré comme minerai et tout le reste. Donc, diamant, bois et tout. Tout. La Centrafrique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Sur ces 623 km² pratiquement, il y a des gisements énormes. Et donc, c'est la convoitise tout autour. Tous les pays limitrophes ne regardent pas cela de façon indifférente. Et donc, on a connu cela lors de la guerre au Congo, où les Rwandais, enfin, les troupes rwandaises sont accusés d'investir le territoire et de se replier. Pardon. Donc, le même phénomène s'observe. Et ce qui me fait dire qu'il est difficile, je suis d'accord avec le doyen sur certains aspects, mais je dis il est quasiment difficile pour Touadéra, dès son avènement, de récupérer ce territoire-là. Surtout lorsque des intérêts divergents y sont. Ces populations qui accusent les pays limitrophes ont raison, parce que c'est un phénomène qui s'observe. À travers ces pays limitrophes, il y a un certain nombre d'attaques qui s'organisent, parce qu'à l'intérieur de la Centrafrique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut aller exploiter. Et donc, ces protagonismes vont exacerber davantage
la guerre en Centrafrique parce que ceux-là ou ces armées ou ces rebelles ne voudront jamais d'une paix durable en Centrafrique dans la mesure où ceux-là se contentent déjà de ce qu'ils exploitent illégalement sur le sol centrafricain. C'est vrai, dans ces genres de guerre, souvent ceux qui vont attaquer ne sont pas forcément autochtones. Il y a des désœuvrés, il y a même des seigneurs de la guerre qui peuvent pouvoir en personnel ou en mercenaire. D'ailleurs, on peut même se demander, et à raison, mais d'où proviennent les armes. C'est qu'en ce moment, il y a des gens qui vendent des armes et dans des pays insoupçonnés. Et il y a des cargaisons d'armes qui sont régulièrement envoyées. Contre quoi? Parce que quelque part, on paye, parce que c'est des transactions. Donc, c'est un phénomène assez complexe. Cependant, il va falloir un jour, ça a suffisamment duré, il va falloir un jour que la Centrafrique puisse recouvrer la paix, que le Tchad soit impliqué, que d'autres pays comme le Cameroun, tout ce qu'on veut, soient impliqués. Il va falloir un jour qu'on puisse arrêter et laisser la paix s'installer dans ce pays-là. Vous observez un peu en Afrique centrale, quand on prend le Congo, regardez combien d'années cela dure. Et c'est comme si certains Congolais ont intérêt à ce que cela perdure. C'est pareil aussi en Centrafrique. Ça dure, ça fait des victimes, mais on ne comprend pas pourquoi la volonté n'est pas unanime, aussi bien du côté des rebelles que du côté des gouvernants, à arrêter définitivement la guerre. Et donc certains ont forcément intérêt à ce que cela perdure. Et puis c'est pour ce qui concerne l'effectif minuscule de l'ONU, je me dis... C'est quand même 12 000 hommes, c'est pas rien. C'est ce que j'allais dire. Je me dis, mais on ne peut pas déployer tout l'effectif de l'ONU, encore que quand on parle d'effectif de l'ONU, l'ONU n'a pas d'effectif en tant que tel. Ce sont les États membres qui déploient des troupes. Et donc, ils ne peuvent le faire que sur la base d'un certain nombre de statistiques et autres. Les Russes sont venus et quand on observe ce qui se passe sur le terrain, les données ont changé. Les rapports de force ont véritablement changé lorsque les Russes se sont mis de la partie, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas à espérer ou à vouloir que des armées étrangères viennent s'installer sur nos sols. Mais dans le cas d'espèce, à contre-cœur, on est obligé de comprendre qu'il est utile que ces armées viennent pour constituer des tampons et réduire un peu les atrocités qu'on note depuis des années. Alors, au niveau du régime du président Faustin Archange Touadéra, on sait qu'il y a un embargo sur les armes lourdes notamment, qui sévit sur la Centrafrique. On a des rebelles qui arrivent à payer des armes, à se renforcer, mais on a un État central qui subit un embargo de l'ONU, qui n'arrive pas à acheter des armes lourdes pour faire ce conflit-là. Est-ce que ce n'est pas aussi cette décision de l'ONU, une décision, on le rappelle, qui n'est pas soutenue par la Russie, qui n'est pas soutenue par la Chine, mais les Européens ont visiblement émis des réserves et ne veulent pas entendre parler de ce que les autorités centrafricaines puissent se renforcer en armes lourdes. Est-ce que ce n'est pas cette décision aussi qui facilite le fait que cette rébellion soit toujours en train de prospérer en République centrafricaine? Moi, je ne sais pas ce que craint l'ONU. Et on ne peut pas accepter que des rebelles soient lourdement armés au détriment d'un pays indépendant. Les rebelles ne sont pas représentés à l'ONU. On a dit la Centrafrique, mais ce n'est pas une portion. Alors, donc, moi, je crois que la Centrafrique en Afrique centrale, fait partie du précaré de la France. Alors, la Russie, qui n'a pas de colonie en Afrique, c'est la Russie qui vole au secours de la Centrafrique aujourd'hui. Et si le Conseil de sécurité met l'embargo sur les armes et que la Russie trouve moyen dit quelque chose au Conseil de sécurité et passe derrière pour se retrouver aux côtés de l'État centrafricain, c'est qu'il y a une contradiction. J'ai comme l'impression que les gens veulent finir progressivement et la Centrafrique. Alors,
Donc, je reviens sur la France. Vous avez vu les fastes de Bokassa, où on a mis de l'or, des diamants, oui. Être Napoléon, et il a été encouragé par un président français. Donc, je ne vais pas dire le nom sur le plateau. Et il y a eu aussi, entre le président Bokassa et ce monsieur, une affaire d'adultère. Quelqu'un aurait cherché. J'ai cherché. Non, la fille de Bokassa a écrit. J'ai lu. Bon, donc, question de fesses entre l'impératrice Catherine, la femme supposée de Bokassa, qui se retrouve dans un autre lit. Bon, il y a eu beaucoup d'histoires. Normalement, ce n'est pas la Russie qui devait être aux côtés de ce régime. C'est la France qui s'est fait qui a exfiltré Bokassa en son temps pour Abidjan. C'est cette France-là qui fait défaut férocement. Alors, donc, moi, je crois que dans les affaires du monde, il y a toujours une complicité des États, entre les grands, les pays développés, qui ne font pas un jeu de sincérité. Parce que ce qui arrive aujourd'hui en Centrafrique, mais je ne comprends pas que ces rebelles-là aient coupé la voie d'approvisionnement de la population. Non seulement ils soutirent les produits de tout sol, et maintenant ils empêchent l'approvisionnement de la petite portion et à travers la frontière du Cameroun. Et c'est là où la solidarité doit pouvoir se manifester. Mais on ne peut pas bloquer une frontière entre deux États. Le Cameroun doit pouvoir réagir. Donc, on a laissé seul le pauvre Touandéra, puisque j'ai vu, il envoie des messagers à travers sa zone, mais les gens ne répondent pas. Or, le Tchad, seul qui est quand même aujourd'hui une armée la mieux organisée, et a à sa tête un certain maréchal Itno Déby. Donc, les gens, on a comme l'impression qu'il y a une complicité tacite et qu'on a nouée autour de ce chef d'État à qui on ne veut pas laisser la paix. C'est vraiment dommage. Il faut que le Conseil de sécurité revoie sa copie par rapport à cet embargo-là, qui pour moi est un embargo injustifié, un embargo diabolique. Alors, la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a demandé donc au Conseil de sécurité la levée de cet embargo-là. Elle l'a rappelé, les rebelles arrivent à se renforcer en armes et non le régime centrafricain. Mais il y a aussi, il faut avouer, ce qui pourrait, pourquoi pas, expliquer la réticence des pays européens. Il y a la Russie qui, dans le cadre d'un accord bilatéral, a pu déployer du matériel lourd en République centrafricaine. On a par exemple les Rwandais qui se sont déployés aussi. Ils ne sont pas venus avec des cacahuètes. Ils sont forcément venus avec leurs armements. Et donc, il y a les paramilitaires russes qui sont déjà déployés sur le terrain. On le sait, les Russes, quand ils sont quelque part, ça ne badine pas, militairement parlant. Est-ce que tout ceci n'est pas, on va dire, déjà suffisant pour qu'on n'autorise pas encore l'État central à acheter des armes en veux-tu, en voilà? Contrairement à ce que pense le douanier, moi, je ne suis pas gêné par rapport à cet embargo. Je vais m'expliquer pour dire que, à la date d'aujourd'hui, c'est vrai que nous percevons qu'il y a en place un État centrafricain. Mais il n'y a pas encore un État efficace, bien structuré. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas une armée structurée. Allez mettre des armes sophistiquées entre les mains de gens inexperts et vous voyez déjà le résultat. Je ne suis pas un stratège en termes militaires. Cependant, je peux vous dire que l'armée centrafricaine est en déliquescence. Il va falloir revoir tout ça après. Et mieux, vous l'aviez expliqué tantôt, mon cher confrère, pour dire que à l'étape actuelle des choses,
ce n'est pas la force de frappe qui manque en Centrafrique. Franchement, il faut le reconnaître. Vous aviez cité la Russie. En Syrie, on a vu, la Russie était seule en Syrie. Aujourd'hui, la Russie a réussi à s'imposer, à imposer son point de vue en Syrie. Bachar el-Assad est là. Imaginez un peu ce qui s'est passé. Il y a eu, par exemple, des résolutions des Nations Unies et tout. Pour en revenir même au Conseil de sécurité, la Russie n'est pas absente de cette deal. Si ces pays se sont retrouvés à un moment donné, ils ont estimé, y compris la Chine et la Russie, ont estimé que l'on garde cet embargo. C'est qu'il y a des raisons suffisantes pour le faire. Et il aurait suffi à la Russie, à la Chine, de poser leur droit de veto sur ce genre de décision de l'ONU et qu'il n'y aurait pas d'embargo. S'il y a eu d'embargo, c'est que la Russie était d'ailleurs d'accord, et la Chine éventuellement, et d'autres puissances étaient d'accord pour que cela se fasse sans avoir en tête une idée de caporalisation ou d'hégémonie. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, la force de frappe dont dispose la Russie et certains alliés en Centrafrique peuvent permettre, n'est-ce pas, de juguler les attaques. Mais je l'ai dit ici en l'entame de ce plateau, qu'en fait, ces forces étrangères n'ont pas la maîtrise du territoire centrafricain. Et à l'opposé, on constate qu'il y a en face une armée qui n'est pas bien formée. Et l'autre idée qui me vient à la tête, moi, je pense peut-être que cela peut peser lourd dans la balance des considérations, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on a en face un État qui est en voie de structuration et qu'on laisse cet État s'approvisionner en armes, si demain, au sein même des gouvernants, il y a scission. N'oubliez pas qu'il y a eu même des rebelles qui étaient membres. Tout à fait, des forces armées. Alors, l'autre peut aller à garder à la mairie ou ouvrir une poudrière. Et puis c'est fini. Et donc, on a pensé à tout ça. Donc, aujourd'hui, mettre des armes sophistiquées entre les mains des gouvernants en Centrafrique, je pense que ce ne devrait pas être quelque chose de fondamentalement primordial. Il y a assez de forces armées sur le terrain, des forces armées qui appuient les forces régulières, et on pouvait déjà s'en contenter. Ce qu'il faut, c'est de trouver des stratégies pour que tous ceux qui se combattent aujourd'hui puissent s'entendre sur l'essentiel, la paix. Quoi qu'on dise, il y a d'un côté ceux qui sont armés, mais derrière, n'oublions pas qu'il y a des populations qui les aiment. On parle de Boko Haram aujourd'hui, mais n'allez pas me dire que Boko Haram... Il y a toujours des complicités. Il y a des complicités au plus haut niveau, à des niveaux insoupçonnés. Et donc, quand on est dans ce genre de schéma, vous aviez beau enfermer tout ce que vous voyez en tête, vous les envoyez à la CPI, mais derrière, il y a leurs aficionados, il y a leurs fans, qui ne sont pas des moindres, et toute une portion de la population aussi intégrée. Donc moi je dis, c'est vrai, il faut les combattre, les réduire hors d'état de nuire, et maintenant passer au dialogue, forcément avec tous ces Centrafricains. Alors, moi je crois que faut que nous fassions beaucoup attention, mais on ne peut pas, dans un pays, dans un système bien nassi, on ne peut pas encourager la rébellion. Alors, si l'armée centrafricaine a été mal formée, il faut commencer par les Bokassa, les Bozizé. Donc, la responsabilité n'incombe pas celui qui est là. Il a hérité d'une situation. Alors, donc, deuxième chose, on ne peut pas, par rapport à l'embargo, moi je suis pour qu'on lève l'embargo, mais on ne peut pas accepter que les rebelles soient suréquipés et dire, bon, advienne que pourra. Alors, donc, moi je pense que peut-être si les FACA sont mal formés, la responsabilité incombe aux militaires qui ont dirigé ce pays-là. Alors donc, il va falloir qu'on revoie les choses. Parce que les ressources que les gens sont en train de piller, on ne sait à qui ça profite. Parce que les gens, malgré tout, coulent leurs produits. Sinon, où est-ce qu'ils trouvent dessous de l'argent? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent pour s'approvisionner? Et ils s'approvisionnent à partir d'où? Ça peut être toujours encore
la Russie, la France, il y a toujours des chemins parallèles pour alimenter les guerres. On ne peut pas accepter ça. Mais Boko Haram, qui frappe impunément des citoyens innocents, qui coulent du sang innocent, personne ne peut admettre ça. La rébellion, ce n'est pas pour moi quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Voilà qui est clair. Alors, on le sait, aujourd'hui, le Mankeur Ndiaye, déployé donc par l'ONU pour représenter le secrétaire général en République centrafricaine, a demandé un renforcement des troupes, notamment de 3000 hommes, a demandé aussi un renforcement de l'équipement. On parle d'hélicoptères, de chars d'assaut, de drones. Est-ce que selon vous, renforcer les troupes, c'est ça la solution? Est-ce que ce n'est pas plutôt de bataille tactique et de stratégie qu'il faut parler aujourd'hui pour éradiquer la rébellion? On a 12 000 hommes, on sait qu'il y a des paramilitaires russes dont on ne connaît pas forcément exactement le nombre. On sait que les soldats rwandais sont déployés, plusieurs centaines aussi. Est-ce que c'est de nombre qu'il est question aujourd'hui ou plutôt d'équipement? Je suis d'avis avec vous que le surnombre ne fait pas la stratégie. Il vaut mieux plutôt une bonne dose de stratégie. 3 000 hommes en plus, ça passerait à 15 000 hommes. Et en plus, ceux qui sont déjà sur le terrain. Je dis, c'est vrai, on peut densifier le matériel, c'est-à-dire les hélicoptères, si cela n'existait ou existait en nombre réduit. C'est aussi une force dissuasive. Lorsque les hélicoptères survolent certaines zones, c'est beaucoup plus facile de détecter ce qu'il y a d'anormal. Quand on parle de drones, pour les renseignements, c'est formidable aussi. Et parfois aussi, les drones peuvent être utilisés pour aller canarder. Tout à fait. Faire des frappes, c'est possible. Et donc, je crois que c'est utile d'avoir ces genre de choses. Parfois même, ça peut être dissuasif. Lorsque un hélicoptère survole une zone, c'est-à-dire des rebelles qui savent ce qui les attend les minutes d'après, peuvent partir. Et donc, c'est aussi dissuasif que, stratégiquement parlant, utile en ce moment-là. Aucune solution n'est à négliger de mon point de vue. Lorsqu'on regarde la crise centrafricaine, elle ne remonte pas à hier. C'est une crise lointaine qui nourrit aujourd'hui des gens insoupçonnés. Et donc, déployer plus d'hommes, je ne trouve pas cela mauvais, mais je dis, stratégiquement parlant, ce n'est pas efficace. C'est-à-dire, il faut... L'avantage aujourd'hui des rebelles, c'est qu'ils maîtrisent le terrain. L'avantage n'est même pas que les rebelles soient forcément lourdement armés. C'est-à-dire ils ont la maîtrise du terrain, c'est leur terrain. Et donc c'est une sorte de guérilla de rue. Ce qui n'est pas le propre des Russes, ni le propre des casques bleus. Bon, dans une certaine mesure, on peut parler des Rwandais qui sont déjà habitués à ce genre de conflits. Et donc, c'est là où je vous rejoins pour parler de stratégie. C'est-à-dire que si la stratégie doit être payante, c'est de se mettre presque au même niveau que les autres, enfin, en termes de conquête du terrain. Eux, ils ont la maîtrise du terrain. Les forces régulières qui devraient aussi avoir la maîtrise du terrain ne sont pas aptes, ne sont pas bien formées pour le faire. Cela pourrait intervenir après. On peut bien les former. Mais ceci dit, ces genres de guerres n'ont jamais été des guerres régulières. Lorsqu'il y a des rebelles d'un côté et des forces régulières de l'autre, il y a des actes, des méthodes, des comportements que les rebelles adoptent qu'on ne permettrait jamais aux forces régulières d'adopter. Et vous le faites et vous allez vous retrouver devant des cours internationales. C'est-à-dire, un rebelle peut arriver, jeter une bombe dans un marché et s'en aller. On ne permettrait pas aux forces régulières, par exemple, en plein marché, de riposter. Il leur est recommandé, n'est-ce pas, de sauver des vies humaines. Donc, les forces ou les stratégies sont différentes. Et donc, ce qui fait voir parfois sur le terrain que les rebelles l'emportent sur les forces régulières. C'est les méthodes qui sont des méthodes non conventionnelles utilisées d'un côté et des méthodes conventionnelles utilisées de l'autre qui font croire qu'il y a d'un côté les faibles et d'un côté les méchants qui sont les plus forts. Donc c'est cela. Il va falloir renforcer effectivement le matériel
et arriver à bout de cette rébellion. Julien Lokossou, on sait que la MINUSCA, c'est déjà on va dire, l'un des contingents les plus budgétivores de l'histoire de l'ONU. Aujourd'hui, certains estiment qu'il faut renforcer les troupes. Est-ce que selon vous, c'est la solution pour en finir avec la rébellion en République centrafricaine? Non, moi je crois que tout est dans l'ordre que l'on donne. Si les gens ne sont pas autorisés à affronter la rébellion et qui sont là seulement pour riposter, lorsqu'ils sont réellement en danger, la solution, vous avez vu, ils sont au Mali depuis 2012 ou 2013. Mais la guerre continue malgré la présence de la MINUSMA. Non, MINUSMA et même la force française Barkhane. Barkhane, oui. Alors, aujourd'hui, avec les morts répétitifs, la France veut réduire ses effectifs. Alors, donc, et même si on augmente les forces de l'ONU qui sont sur le terrain, mais ça dépend des consignes qu'ils reçoivent. S'ils sont là passifs et laisser des gens aller poser des bombes dans des marchés et ils sont condamnés timidement, ça veut dire que nous sommes sur une pente glissante, on ira très loin. On ne sait quand est-ce que ça va pouvoir cesser. Mais l'autre, il a eu la présence d'esprit ou la sagesse de nouer des relations avec l'Union soviétique, qui était déjà en train de former les forces armées centrafricaines. Tout à fait. L'État dans lequel Touadéra est venu trouver ces forces-là, ce n'est plus la même capacité aujourd'hui. La preuve, elles sont en train de repousser les rebelles. Donc, n'allons pas nous baser sur le fait que l'armée est mal formée. Mais dans l'armée, on forme toujours. Même s'il n'y a pas c'est pas au temps de la guerre qu'il faut former l'armée. Les gens se préparent quotidiennement, tous les jours. Si on va au camp, c'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre ici que les gens ne sont pas formés. Alors donc, moi je pense que ceux qui fournissent les armes à la rébellion, c'est eux qu'on doit pouvoir identifier et arrêter. Sinon, c'est la porte ouverte au désordre permanent dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas le nœud gordien même du problème, le réseau d'achat d'armes? Qui fabrique les armes? Ce ne sont pas les Africains. Qui fabrique les armes? Ce sont des technologies russes, des technologies européennes. Comment faire pour démanteler le réseau d'achat et de vente d'armes à des personnes qui ne sont pas habilitées à en avoir? Ça va être véritablement difficile parce que depuis la nuit des temps, on n'a jamais réussi à démanteler la connexion entre les fournisseurs d'armes et les acquéreurs. Donc, à partir de cet instant... Mais est-ce que les gens se sont intéressés à cela? Mais comment... Est-ce que ça arrange les gens de s'intéresser à cela? Mais lorsque, alors nous parlons, en ce moment même précisément, dans certains pays, on est en train de fabriquer des armes les plus sophistiquées, pas pour les exposer dans des musées, c'est pour donc les mettre en vente. Et donc, moi je pense plutôt qu'il vaut mieux pour ces pays qui sont attaqués, quand on parle du cas de la Centrafrique, de disposer de services de renseignement efficaces, de pouvoir contrôler le territoire. Lorsque vous contrôlez votre territoire, vous avez la main sur tout ce qui se passe sur le territoire, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de démanteler les réseaux. Quand on prend des territoires aussi grands, il est difficile d'arriver à bout. Lorsque vous prenez le Mali, chaque jour que Dieu fait, les gens s'approvisionnent en armes. Pourtant, vous voyez le déploiement qui existe sur le territoire malien, qui n'est malheureusement pas contrôlé par l'État central. Et quand on observe bien, c'est souvent ce qui se passe. Le Nigeria d'un côté, le Nigeria est un vaste pays, c'est pratiquement un sous-continent. Et à l'intérieur, il y a Boko Haram, par exemple, qui sévit.
mais qui est protégé, qui a des replis sur ce même territoire. Même si dans les pays limitrophes, on reconnaît qu'il y a certains replis de Boko Haram, mais Boko Haram est à l'intérieur du Nigeria. Donc moi je pense que si les renseignements sont efficaces et que le pays est mieux contrôlé, on pourrait à l'interne juguler ce problème. Mais remonter aux sources qui fournissent les armes, ça va être difficile. La Suisse en fabrique, la France en fabrique, les États-Unis en fabriquent, la Russie en fabrique. Et quand on fabrique un produit, c'est pour le mettre en vente. Donc moi, je pense qu'il est quasiment difficile aujourd'hui d'espérer pouvoir mettre la main sur les vendeurs de ces armes, alors que ce sont les grandes puissances qui les font écouler, ces armes, bien entendu, à travers des connexions, des trafiquants qui sont régulièrement en contact avec ces pays-là. Donc c'est quasiment impossible. Impossible de résoudre ce problème-là. Alors aujourd'hui, on le sait, de Lokossou, beaucoup de grands constructeurs, de grands vendeurs et de grands fabricants d'armes sont amis à des régimes. On sait que l'argent de la vente d'armes permet parfois à des États d'exister et de continuer à tenir. Est-ce que ce n'est pas un double jeu éternel qu'on doit subir en fin de compte? D'abord, c'est un mauvais commerce. Si moi j'étais président de la République, on doit pouvoir supprimer les armes. Mais je reviens un peu en arrière pour dire que la Centrafrique ou le Mali, c'est pas la première fois qu'il y a des guerres de ce genre-là. Les officiels même l'appellent des guerres asymétriques. Bon, ok. Mais nous avons tout près de nous, je reprends encore l'exemple du Nigeria. Il y avait eu la sécession biafraine. Biafra, oui. Et Ojukwu et Gowon. Mais on n'a pas mis beaucoup de temps comme ça se passe au Mali pour enrayer ça là. Nettoyer. Et Ojukwu a fui. Alors donc, tout dépend de la volonté politique. Si les gens ont la volonté, le Biafra, Gowon, à l'époque, savait d'où venaient les armes. Bon, alors, les armes qui rentrent en Centrafrique, mais on a des frontières. Même aujourd'hui, ce qui se passe au Nigeria, le Nigeria a des frontières. Si les armes, si ça passe par air, par mer, on doit pouvoir savoir. Donc, c'est pour cela que moi je parle, on peut voir et fermer les yeux, parce que ça profite soit aux gens qui sont au pouvoir, ou ça profite énormément et à ceux qui se sont déclarés enfants rebelles d'une république. Et ça, pour la stabilité du pays, on doit tout faire pour enrayer ces genres de choses. Ça ne participe pas au développement des pays africains. C'est-à-dire, 10 ans de guerre, ça fait 10 ans de retard. Hein? Les écoles qu'on a détruites, les hôpitaux qui sont détruits. Mais lorsqu'on va vouloir s'asseoir avec ces gens-là, il faut encore repenser, refinancer. Ça pose un problème de conscience collective. Voilà, alors aujourd'hui, on sait que l'opposition centrafricaine continue de demander l'annulation de la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Et donc, ils estiment qu'il n'y a pas eu élection, puisque visiblement, un citoyen sur 3 seulement a voté. Donc, par rapport à ce pourcentage-là, l'opposition estime qu'il faut rebeloter, aller à des assises et discuter de la paix et de la stabilité dans le pays avant d'aller à ces élections-là. De mon point de vue, je me dis que c'est un faux débat. C'est une réalité. Cependant, c'est un faux débat. La réalité en est que, effectivement, tout le territoire n'a pas pu voter. Mais est-ce que le pouvoir central a choisi délibérément de ne pas étendre le vote à tout le territoire centrafricain? Je dis non. Si on écoute la rébellion par rapport à cette requête, c'est que ce sera un éternel recommencement, dans la mesure où il faut attendre d'abord que la paix s'installe. Quel est le timing avant d'organiser une élection? Non. On a vu dans d'autres pays en guerre où les élections n'ont pu
s'organiser que sur les territoires accessibles. Ça a été le cas du Mali. Et donc, de mon point de vue, je me dis, ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est le mieux qu'on puisse espérer pour la Centrafrique. Et il va falloir maintenant faire avec et instaurer la paix. Mais il y a un certain nombre d'obstacles à la paix en Centrafrique lorsque on laisse courir un certain Bozizé qui prend du poil de la bête chaque jour. Et que, alors qu'il est recherché par la CPI, pas parce qu'il est aujourd'hui coupable de tel crime, mais il est soupçonné d'avoir commis un certain nombre de crimes. Lorsqu'on laisse ces gens courir, c'est le lit qu'on fait à la guerre permanente en Centrafrique. Il va falloir donner un coup dans la fourmilière pour, n'est-ce pas, décourager les potentiels rebelles qui se préparent dans l'ombre en ce moment. Parce que c'est cela, c'est devenu une industrie assez intéressante où, quand celui-ci vieillit, l'autre le remplace et ainsi de suite. Donc moi je pense, pour ma part, qu'il va falloir véritablement régler définitivement ce problème. Les élections ont eu lieu, elles ne sont pas les meilleures élections qu'on aurait souhaité pour la Centrafrique, mais il n'était pas possible pour que tout le territoire puisse prendre part à ce scrutin. Donc on fait avec et on avance. Mais on ne peut plus revenir en arrière et reprendre rebelote. Non, ce n'est pas possible de mon point de vue. Dans le Kossou, un électeur sur 3 a voté, c'est quand même assez important. Ça veut dire qu'on n'a pas pu questionner la majorité de la population. Est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte de cela et discuter avec toute la classe politique? Si on avait accepté la candidature de Bozizé, est-ce que ce problème-là va ressurgir? Donc moi je crois que le monsieur, il a gagné proprement ces élections, même si on sait qu'en Afrique, les élections sont toujours fraudées. Donc il n'y a pas de problème. Alors, donc moi je crois que normalement il devrait déposer les armes et permettre aux habitants des territoires occupés d'aller voter. C'est eux qui ont empêché les gens. En vertu de quelle prérogative, quel pouvoir ils disent aujourd'hui, ils remettent en cause la légitimité de celui qui est là. Ça n'a pas de sens. Une opposition qui prend les armes, sophistiquée, contre son peuple, mais c'est un crime. Un crime. Et ça mérite vraiment les sanctions exceptionnelles. Donc, moi, je crois qu'ils n'ont pas voulu d'un jeu démocratique. Donc, la petite portion du territoire qui a pu faire élire le président actuel, moi, je crois qu'ils sont dans leurs droits. Ils ont perdu encore pour 5 ans. S'ils sont toujours dans cet état d'esprit, ils ne vont jamais arriver à Bangui. Parce que les Rwandais, les Russes et d'autres, certainement qui vont rejoindre le groupe, sont là et les attendent. Alors on parlait d'un déploiement de soldats d'autres pays qui pouvaient venir en Centrafrique. Est-ce que selon vous, c'est pas, on va dire, l'un des moyens les plus tangibles de déployer une armée africaine? Enfin, le projet existe. On sait que Cyril Ramaphosa, quand il prenait la présidence tournante de l'Union africaine, a promis de le faire. Le Covid est venu tout remettre en cause. Bientôt, ce sera le RD congolais Félix Tshisekedi comme président. Est-ce que le déploiement d'une armée africaine n'est pas aujourd'hui un impératif au vu de certains conflits sur le continent où on a forcément besoin d'une armée africaine pour comprendre pourquoi pas les enjeux, on va dire déjà des enjeux par rapport au territoire, par rapport à la connaissance de l'ennemi, par rapport au déploiement et tout? Est-ce que ce n'est pas l'une des solutions les plus en vue aujourd'hui? Ça a toujours été une bonne solution. Sauf que sa mise en œuvre traîne, mais impose un certain nombre de moyens. Financement, oui, notamment. Surtout des moyens. Parce que là, le financement, d'accord, est le moyen. Et la prise en charge des hommes, des soldats à déployer. C'est important. C'est important. Et lorsque l'on regarde un peu le poids de cet investissement dans les budgets, c'est cela. C'est lourd.
Et ça fait peur. Et c'est ce qui, me semble-t-il, justifie la lenteur qu'on observe. Parce que là, c'est... Alors, les Africains vont-ils aller demander à d'autres pays Européens occidentaux de venir financer leurs armées? La question a le mérite d'être posée. Voilà. Donc c'est là où se situe le plus gros problème, de mon point de vue. Alors, il y a certains chefs rebelles qui aujourd'hui ont maillé à partie avec la justice. Il y en a un qui a été remis donc à la Cour pénale internationale. Est-ce que selon vous, c'est la solution? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu juger ces rebelles-là par des cours africaines, et notamment des cours centrafricaines? Non, enfin, la justice en Afrique, vous savez, la justice ressemble parfaitement aux hommes qui sont au pouvoir. Donc, et la solution, pour moi, une solution de neutralité, c'est la Cour. Parce que là-bas, les gens ne trichent pas avec leur conscience. Il n'y a pas tellement de pression. Donc, si moi, on doit me juger ici pour mes opinions politiques, j'aurais préféré qu'on m'emmène à la CPI. À la CPI. Parce que là, il n'y aura plus de coups de fil tous les jours, pour dire, il faut lui infliger 20 ans, quels que soient les fautes. Les crimes. Les machins qui ne méritent pas 20 ans, on vous colle 20 ans tout de suite. Parce qu'on sait que, bon, tu seras fatigué 20 ans, surtout quand tu es encore dans une autre prison. Moi, je suis allé. J'ai rendu visite à un prisonnier dans un pays en Europe, mais tu vas croire que c'est dans sa maison. Donc, il y a tout ça qui avilit la justice des pays africains. Ça n'est pas seulement chez nous. Ailleurs, les gens préfèrent. Parce que quand tu vas là-bas, c'est un peu... On te fout dans l'enfer, et quand tu sors, tu ne retrouves plus le chemin de la maison. Il y a des gens qui ne voient pas le soleil, mais un prisonnier doit être respecté. On doit respecter le prisonnier parce que c'est un citoyen. Tout à fait. Égaré, à un moment donné. Alors, donc, lorsque les gens prennent la prison comme un otage, il faut lui faire du mal, ça aussi, ça laisse à désirer. Donc... Alors, rapidement, mot de fin. Oui, c'est une bonne chose qu'aujourd'hui le général Kani aille rejoindre Yekaitona et Yokasom, comme on les appelle, les deux autres qui étaient déjà à la CPI. C'est important. Moi, je ne le dis pas par rapport au luxe ou au confort qu'on va retrouver là-bas, mais pour la leçon, symboliquement, c'est une bonne chose. Lorsque vous commettez ces crimes contre l'humanité, vous asservissez votre peuple, sachez qu'un beau matin, la justice internationale pourrait s'occuper de vous. Et donc, moi, c'est un appel que je lance à tous ceux qui aujourd'hui se complaisent dans leur pouvoir et se disent qu'ils peuvent se permettre tout. Demain, l'histoire pourra les rappeler devant des juridictions internationales. Voilà, vous êtes Josper Zouadago, journaliste. C'est une publication du quotidien béninois, La Dépêche, consultant en médias. Face à vous aujourd'hui, un grand militant des droits de l'homme, Dieudonné Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de Vue.